Mesdames, Messieurs, quand on prononce le nom Gustave Flaubert, la silhouette que l'on voit est celle d'un puissant bonhomme qui était à la fois chauve et chevelu, c'est-à-dire chauve par devant, chevelu par derrière, qui avait de gros yeux à fleur de tête, qui avait une moustache tombante et qui a un air, comme on disait, de Sicambre ou de lion de mer. Mais ça, c'est le Flaubert des années illustres, le Flaubert d'après Madame Bovary. Et vous savez sans doute qu'il n'est pas devenu rapidement illustre. Pensez à Victor Hugo, qui à 20 ans était déjà très connu. Pensez à Musset, dont le nom était répété partout quand il avait 19 ans. Pensez à Rimbaud, qui avait sa petite célébrité dans les cafés littéraires entre 16 ans et 17 ans. Et lui, vous savez sans doute, c'est à 36 ans que son nom s'est répandu. Le Flaubert d'avant, l'adolescent, le jeune homme, on le connaît à peine. Nous avons pas mal de photographies du Flaubert illustre, comme je dis, de photographies même, oui, qui sont toujours des documents extrêmement directs, mais nous n'avons que 2 ou 3 dessins du premier Flaubert, des dessins du reste assez médiocres et qui ne nous renseignent pas sur le personnage. Or, je voudrais vous apporter une citation de lui qui est de 1846 et qui nous donne l'éveil. Il écrit dans une lettre à Louis Collet « Le secret de tout ce qui vous étonne en moi est dans ce passé de ma vie intérieure que personne ne connaît. » Ben, nous voilà avertis. Il y a donc quelque chose qu'il faut absolument savoir sur cette vie intérieure de l'adolescent si on veut comprendre justement quelque chose au personnage illustre. Eh bien, est-ce qu'il y a moyen? Oui, il y a moyen, parce que nous avons maintenant 2 grands éléments d'information. D'une part, il y a la correspondance. Vous savez sans doute que jusqu'à 1954, cette correspondance faisait déjà 9 volumes, et que sur ces 9 volumes, il y en avait 1,5 ou 2, je ne me rappelle plus, enfin une grande partie consacrée à l'adolescence. Et en 1954, 4 nouveaux volumes sont parus, dont un presque entier pour les années d'adolescence. Puis deuxièmement, nous avons les fameuses œuvres de jeunesse. Je dis fameuses parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne les lit guère, et c'est un mot qui fait assez péjoratif. On se dit assez souvent, œuvres de jeunesse, ce sont des galops d'essai, ce sont les tentatives, c'est ce que les professeurs ou les spécialistes doivent lire, mais le grand public peut s'en détourner parce que l'âme n'avait pas encore sa consistance. Vous vous rappelez peut-être que Victor Hugo, lorsqu'il avait plus de 50 ans, parlant de ses premiers vers, disait en souriant « Bêtise que j'écrivais avant ma naissance ». Avant ma constitution d'homme, n'est-ce pas? Ben, c'est vrai que si vous regardez le Télégraphe ou les Vierges de Verdun qu'il écrivait quand il avait 16 ans, 17 ans, ça ne tient guère. Alors on n'a pas envie de lire ces œuvres de Flaubert, ces œuvres de jeunesse. Et on a tort, on y fait un certain nombre de découvertes. Première découverte, que cet homme qui semble, enfin qui est en apparence un écrivain tardif, est en réalité très précoce. Puisque dans ces œuvres de jeunesse, il y a des choses qui sont écrites à 17 ans, à 16 ans, à 15 ans, il y en a une même de 14 ans. Deuxièmement, que ça tient, que ça résiste, c'est substantiel. Autant ces premières œuvres de Victor Hugo sont en effet de la rhétorique, autant une partie au moins des œuvres de jeunesse de Flaubert sont déjà des choses consistantes. Et je crois ne pas exagérer en disant qu'il y a là au moins 2 grandes œuvres, dont une que j'appellerais chef-d'œuvre, Mémoire d'un fou d'une part, et Novembre d'autre part, ça c'est le chef-d'œuvre. Et il avait 20 ans, 21 ans lorsqu'il écrit Novembre. Puis troisièmement, on s'aperçoit que dans cette vie d'adolescence, il s'est passé des choses sérieuses, je dirais des choses graves. Je ne vous en apporte qu'une preuve, c'est une lettre de lui postérieure à l'adolescence, donc il avait 30 ans, à peu près 29 ans lorsqu'il écrit cette lettre, s'adresse, je crois, à son ami Le Poitevin, qui l'avait vu vivre, par conséquent, il ne pouvait pas le duper, il ne pouvait pas faire un effet devant lui, et il lui dit « J'ai vécu une amère jeunesse, nous tournions entre la folie et le suicide. » Et la dernière découverte que l'on fait lorsqu'on examine ces œuvres d'adolescence, c'est l'extraordinaire ressemblance, je dirais la consanguinéité entre l'adolescent Flaubert et l'adolescent Rimbaud. Ça, c'est une observation que j'ai faite cet été, quand j'ai commencé à préparer cette étude, et que je n'avais pas su faire lorsqu'il y a 20 ans, j'avais écrit mon premier livre sur Flaubert. Peut-être parce que je ne connaissais pas assez Rimbaud. Mais maintenant, c'est une chose qui m'a extraordinairement frappé. Pourtant, vous me direz, c'est un paradoxe. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de semblable, enfin en apparence du moins, entre celui que Claudel appelait l'adolescent hagard de Charleville et ce petit Flaubert qui avait l'air si gentil, si tranquille, qui n'a pas fait d'ennui à ses parents, qui vivait entre son père et sa mère, qui n'a pas fait de fugue. Et je vois une lettre où il avait déjà 19 ans et sa maman l'appelait encore son poulot chéri. Et bien alors, entre l'adolescent hagard et le poulot chéri, il n'y a pas de commune mesure. Mais faites attention que Madame Rimbaud ignorait tout du typhon qui se passait dans l'âme de son fils. C'est Rimbaud lui-même, dans son texte qui s'appelle Les Poètes de 7 ans, qui parle de sa mère qui ignore l'âme de son enfant en proie aux répugnances. Quelle répugnance? Eh bien, ce sont les mêmes. Les répugnances de l'adolescent Flaubert et de l'adolescent Rimbaud sont les mêmes. C'est quoi? C'est le déchirement de 2 jeunes gens qui regardent le monde tel qu'ils le voient maintenant. Si
prodigieusement, si terriblement différent du monde qu'ils ont imaginé lorsqu'ils étaient des enfants. Et ça a commencé, bien entendu, par un désenchantement du côté de l'amour. Bon, et bien passons à Flaubert, et regardez, Mémoire d'un fou. Il y a là un texte que d'ailleurs je ne sais pas par cœur et que je n'oserais pas citer complètement, mais il s'agit justement d'un homme et d'une femme qui marchent la main dans la main, ils ont chacun 20 ans, ils sont ivres de bonheur, ils s'imaginent que Dieu leur ouvre je ne sais quel prodigieux secret, ils regardent les constellations, dit Flaubert, et un quart d'heure plus tard, alors je coupe ma citation, et bien de même que le petit Rimbaud s'est précipité avec une espèce de passion noire et de fureur et de défi et de provocation dans tous les stupres et les pires exprès. De même, ce que je ne savais pas. De même, Flaubert a fait toutes ces expériences-là lorsqu'il avait 16 ans ou 17 ans. Je le vois dans une lettre en 1946 qui dit à Louise Collet « J'ai passé de bonheur et intentionnellement par une débauche bien supérieure à mon âge. » Autre lettre où il dit encore « J'ai voulu vider la tentation à force d'y boire. » Autre lettre où il dit « Il y a eu un temps, 18, 19 ans, où en moi il y avait une espèce de fureur, de dégoût, de colère contre ma propre chair. J'avais besoin de lui jeter de la boue au visage. Voyez-vous, chez l'un comme chez l'autre, ce qui est poursuivi, ce n'est pas l'assouvissement, ce dégoût, mais c'est la souillure, cette vengeance. Et de même que l'un et l'autre se sont persuadés que maintenant ils ont compris ce que c'était que l'amour et que tout se réduit à la sexualité, de même ils se figurent, l'un comme l'autre, que ce que l'on appelle les beaux sentiments, les grands sentiments, le dévouement, l'honneur, tout ça, ça n'existe pas. Texte que je vous apporte de lui. J'aime à retourner la doublure des beaux sentiments. Il a 18 ans quand il écrit ça. J'arrache aux héros leur grandeur, aux poètes son enflure, aux mains sales leurs gants blancs. Et puis à Chevalier, qui est un de ses meilleurs amis, c'est le Poitevin et Chevalier, ses deux meilleurs camarades. À Chevalier, il écrit quand il a 18 ans aussi, il lui dit « Je dissèque sans cesse, je dissèque à cause de son père. » Son père, vous le savez, était chirurgien, médecin-chef de l'hôpital de Rouen. Lui, il fait de la dissection technique, lui, il fait de la dissection psychique. Je dissèque sans cesse. Et quand j'ai découvert la corruption dans ce que l'on croit pur, et la gangrène aux beaux endroits, je lève la tête et je ris. Bah, vous avez deviné tout de suite, vous avez compris, hein, parce que cet extérieur, c'est un rire noir, c'est un rire corsif, un rire convulsif. Le rire de quelqu'un, tel qu'il se définit en effet, amèrement convaincu du grotesque de l'existence. Je déteste, dit-il, je déteste le petit manège du monde, l'art de donner des poignées de main et d'appeler mon cher ami des gens dont on ne voudrait pas pour domestiques. Il dit encore, et je vous assure que c'est assez bien vu, la célébrité s'obtient à force de course. L'important n'est pas d'avoir du talent, l'important c'est de recevoir, c'est faire dîner, cocktail, etc. Il dit aussi que le nombre s'accroît, je ne sais pas, il se trompe peut-être, les académiciens qui ont eu la prudence de ne rien écrire, dit-il. Et puis en 1952, il va écrire une lettre à Ducamp que je voudrais vous rappeler. Ils se sont promenés en Proche-Orient, Ducamp et lui, considérait Ducamp comme un vrai copain, enfin quelqu'un qui pensait comme lui, qui avait les mêmes réactions. Il rentre, 51, et en 52, Ducamp lui dit « Écoute, nous avons 30 ans, quoi, tous les deux, c'est peut-être le moment de nous faire connaître. On pourrait publier quelque chose, soit ensemble, soit chacun de notre côté. Enfin, on pourrait faire un beau livre, nous avons la tête pleine d'idées. » Et il a l'imprudence d'ajouter, ce pauvre Ducamp, « Fais attention à la date, 52. Victor Hugo est dans l'exil, c'est fini. » Pensez s'il se trompe, c'est justement le moment où ça va commencer. Enfin, il dit, il est en exil, ça ne compte plus. Lamartine, Gâteux, fini. Chateaubriand, mort. Balzac, mort. C'est le moment, lui dit-il. Il y a une place à prendre. Il faut se poser. Il ne se doutait pas de la réponse qu'il allait recevoir, une réponse fulgurante. Flaubert lui dit, tous ces mots que tu emploies, se dépêcher, il est temps, se poser, place prise, sont pour moi un vocabulaire vide de sens. C'est comme si tu parlais à un algonquin, comprends pas. Alors Ducamp se dit, non, je me suis mal exprimé. Et il recommence une gentille lettre où il dit, mais je ne vais pas vous vexer, mon vieux, mais comprends bien, mais il s'agit tout de même de faire de la littérature honnête, on ne va pas se vendre. Mais quand même, quand on écrit, c'est pour se faire lire, alors peut-être qu'on pourrait se dépêcher. Alors vous imaginez, 26 juin 52, la réponse encore plus foudroyante de Flaubert qui lui répond exactement ceci. Décidément, nous ne suivons plus la même route, je ne vise pas le port mais la haute mer, et si j'y fais naufrage, je te dispense du deuil. Alors Ducamp va secouer les épaules, les oreilles, il va se dire il est complètement fou, et lui il conduira sa petite barque, vous savez, avec sagesse, prudence, méticulosité, à ce point qu'il la fera aborder quai Conti en 1880, sautant directement de l'Institut. 80, c'est justement l'année où Flaubert va expirer, pas du tout académicien, gros gens comme devant, mais fidèle à une certaine phrase qu'il avait prononcée, les honneurs déshonorent. Bon. Alors le premier refus, vous avez vu, refus de faire servir son talent à son avancement temporel. Deuxième refus, toujours refus de faire servir, l'art ne doit pas être un employé, refus de faire servir l'art à une complaisance personnelle, à un narcissisme, c'est-à-dire refus de dire je.
Il ne veut pas de littérature individuelle. Il dit ça à Louis Collet, il a besoin de l'entendre en effet, l'art n'est pas un déversoir à passion. Il ajoute, ce qui est très, très intéressant, il ajoute, n'importe qui, vous entendez bien, n'importe qui, pourrait faire un livre splendide, pas besoin de savoir écrire, n'importe qui pourrait faire un livre splendide, rien qu'en racontant sa vie, mais alors pour de bon, complètement et sincèrement. Et ça, dit-il, personne ne le fait, parce que personne n'ose, puis personne ne peut. Personne n'ose parce que chacun a ses petites histoires qu'on ne veut pas raconter, surtout quand on a des responsabilités de famille, enfin des gens qui en rougiraient. Non, il ne faut pas le dire. Et puis on ne peut pas non plus le dire, parce qu'au moment où on essaye de se prendre pour objet, eh ben on se défigure, on se transfigure, enfin on prend la pose, on n'est plus soi-même, donc on ne s'atteint jamais, pas moyen. Phrase intéressante aussi quand il dit « La parole, qu'elle soit écrite ou parlée, est un laminoir qui allonge toujours les sentiments. » On en remet, quand on parle de soi-même. On en remet quand on veut se faire valoir, et même dans le cynisme. On en remet dans l'horreur pour paraître extraordinaire. Donc jamais il y a moyen d'être sincère. Et quand dit-il, quand par surcroît, le menteur, et quand il dit le menteur, c'est l'homme qui parle de lui. Quand le menteur se fait marchand, et il veut dire quand il tire de la gloire ou de l'argent de sa littérature personnelle, et je sais très bien à qui il pense, il écrit ça en 55, et en 55, Georges Sand était en train de publier en feuilleton, vous vous rendez compte, en feuilleton dans le journal La Presse, l'histoire de sa vie. Alors dis-je, quand, par surcroît, le menteur est un marchand, alors c'est complet. Bon, voilà le deuxième refus, hein. Premier refus de faire servir l'art à son avancement temporel. Refus de faire servir l'art à du narcissisme. Et troisième refus de faire servir l'art à une démonstration. Pas de bouquin à thèse. À Chevalier, son copain Chevalier, qui est nommé substitut du procureur en Corse, et qui s'en va en 47, il lui écrit une gentille lettre. Il dit à Chevalier, tu as raison, je ne t'en veux pas du tout d'être substitut du procureur et de devenir magistrat. On n'est pas tous appelés, on n'a pas tous la même vocation. Mais fais attention, si tu ne reviens que dans 10 ans, 47, je te fiche mon billet, que tu me retrouveras au même endroit, à la même table, penché sur les mêmes paperasses. Il lui écrit ça en 47. Eh bien, je ne sais pas si Chevalier est revenu en 57. S'il revient en 57, il le trouvera, comme il a dit, en effet, au même endroit, dans le pavillon de Croisset, penché à la même table sur d'autres papiers qui s'appellent cette fois Salammbô. Et s'il est revenu qu'en 67, ça fait 20 ans plus tard, même place, même table, même papier ou presque, ça s'appelle cette fois l'éducation sentimentale. Et si de même il n'était revenu que 30 ans plus tard, en 77, il l'aurait encore trouvé exactement au même endroit, penché sur d'autres papiers qui cette fois s'appellent Bouvard et Pécuchet. Et puis alors, autre chose, c'est son goût de l'amitié. Je voudrais vous citer de lui une phrase que je trouve assez pertinente. D'où vient donc, dit-il, d'où vient donc qu'il y ait tant d'amitié entre les enfants, déjà moins entre les adolescents, plus beaucoup dans l'âge mûr, et jamais plus entre les vieillards. Eh bien lui, il n'aura pas le temps d'être un vieillard, puisqu'il va mourir à 58, 59 ans, mais il aura toujours eu besoin d'amis très chers, auxquels il écrit abondamment. Et remarquez, absolument pas sentimenteux, c'est un mot à lui. Aucune effusivité sentimentale, il déteste le genre bleuâtre et rose et fâle. Absolument pas, il est toujours cordial, viril, bourru, un peu grossier même. Et comme rien ne vaut une preuve, plutôt que des affirmations, je me suis mis dans la tête un billet de lui qui est tout petit, c'est pour ça que j'arrive à le savoir par cœur, à Duplan. Duplan, c'était un copain qu'il avait quand il avait déjà 50 ans, donc c'est pas un gamin qui parle. Et il écrit à Duplan ce qui suit. Duplan le plaquait un peu, Duplan ne lui écrivait pas assez. Alors, le billet se compose comme ça. Si tu pouvais me donner des nouvelles d'un nommé Duplan, virgule, Jules Duplan, tu serais bien aimable. S'il est malade, tu l'embrasseras de ma part. Mais s'il se porte bien, tu lui crieras dans les oreilles qu'il est un sacré nom de Dieu de cochon qui oublie son vieux GF. Voilà le billet. Je trouve ça gentil, qu'est-ce que vous voulez. À Bouillet, par exemple, le gars Bouillet, comme il dit. Il l'appelait le gars Bouillet. À Bouillet, il a 54 ans lorsqu'il lui écrit ça. Bouillet est cafardeux, lui aussi. Et voilà la fin de la lettre. Il lui dit, allons, adieu, mon pauvre vieux bougre. Aime-moi toujours. Il n'y a plus que nous, va. Et il écrit ça, Y-A-P-U. Il n'y a plus que nous, va. Mais sois crâne, bon Dieu, sois crâne. À Laporte, maintenant. Laporte, c'est le dernier camarade, le dernier ami. Au moment où il va mourir. Laporte est conseiller de préfecture à Rouen. Conseiller de préfecture très bien, très distingué, et en plus il y a beaucoup de succès mondains et féminins. Alors Flaubert commence une lettre à Laporte comme ceci. Colibri des préfectures, sylphe des salons, furet des boudoirs. Ça nous amène à l'autre aspect de lui que je voudrais définir devant vous. C'était son côté de fougue et de blague. Cet homme avait en lui une puissance d'humour, de rire, je dirais même de gros rire, qu'il faut absolument savoir et souligner, qui est très sympathique. Voyez-vous, il n'était pas, comme dit Anatole France, idiot. Et il était loin d'être idiot. Mais il aimait les plaisanteries idiotes. Plus c'était bête,
Je m'excuse, plus ça le faisait rire. Il écrit à la fin d'une lettre à Caroline, où il lui a parlé de choses sérieuses, à sa nièce, une chose sérieuse. Tout à coup, post-scriptum, suppose que je m'appelle Druche, alors tu me dirais, comme tu es beau, Druche. Puis alors, à Bouillet, par exemple. À Bouillet, il annonce, à Bouillet, je vais t'envoyer des alexandrins. Bouillet est suffoqué parce que jamais Flaubert n'a fait d'alexandrins. Alors il lui dit, rassure-toi, ça ne sera pas très réussi, mes alexandrins. Des vers un peu sots, disons des vers sots, demi-sots, des vers mi-sots, avec un peu de célatique, disons des vers mi-sels. Bon, il disait propriété. Quand il voulait parler de la propriété, que le respect voulu, n'est-ce pas? Propriété, c'est insuffisant, mais avec deux L, vous pensez, la propriété, disait-il. Eh bien, cet homme, drôle, comme vous voyez, va s'assombrir à partir de l'année 1870 surtout, parce que les morts tombent autour de lui, parce que Duplan est mort, parce que Bouillet est mort, parce que Gautier est mort en 72, parce que Sand va mourir en 76, parce que sa maman est morte en 72 aussi. Alors il écrit, inventant toujours des mots comme il le fait, j'entre dans un état d'insupportation à l'égard du monde. Je ne vais plus au dîner manie, vous savez, ces dîners littéraires, parce qu'on y a intercalé des binettes odieuses. Il ajoute encore dans une lettre à Comenville, son neveu, il lui dit, avec mon joli petit tempérament nerveux, tout ce qui me touche me pénètre, voilà le vrai. J'ai perpétuellement comme une espèce de sanglot dans la gorge. Mais essayons de comprendre. Et pour ça, je crois qu'il faudrait que nous réfléchissions un peu à ce qu'on appelle l'impersonnalité de Flaubert. Vous savez, c'est le thème partout, enfin dans tous les bouquins, tous les manuels, on vous dit c'est l'écrivain impersonnel. Il faut la définir, cette impersonnalité. Ça serait deux choses à mon avis. C'est d'abord l'homme qui s'interdit de dire « je », puis deuxièmement l'homme qui s'interdit de prendre parti. Il ne fait pas de commentaires sur ce qu'il voit. Mais regardons bien. C'est vrai qu'il ne dit plus « je », mais écoutez la citation que je vous apporte maintenant du lettre de 54. Le public ne se doute pas que c'est notre cœur que nous lui délayons dans l'encre. Ce qui signifie je travaille avec des souvenirs, avec des virtualités. Je suis très capable de savoir ce que peut faire Madame Bovary, parce que, comme il le dit, Madame Bovary, c'est moi. Donc c'est quand même lui par personne interposée. Mais ce qui est bien plus intéressant, c'est ce que j'ai à vous dire sur cette impersonnalité qui consiste à ne pas prendre parti. Attention. L'art pour l'art, il semble que ce soit une formule exprès, exactement flaubertienne. Puisque tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer que l'art ne devait servir ni à ceci, ni à ceci, ni à ceci. Eh bien, ai-je mal lu, mais il ne me semble pas avoir trouvé art pour l'art sous la plume de Flaubert. Ça, c'est une formule Théophile Gautier. Parce que Gautier fait des émaux et camés, précisément des bibelots presque comme avant Mallarmé, mais des petites choses. Flaubert ne fait pas des bibelots. Et écoutez bien le reproche qu'il va faire à Dumas. Il dit, c'était pas tant les livres de Dumas. On s'embête jamais, enfin, c'est des livres remarquables. Seulement, quand on a fini un livre de Dumas, ça a passé sur vous comme de l'eau sur du marbre, on le referme et on retourne paisiblement à ses affaires. Et bien, Flaubert ne veut pas qu'après avoir lu du Flaubert, on puisse retourner paisiblement à ses affaires. Et qu'est-ce que c'est que Madame Bovary? Comment est-ce que vous pourrez résumer Madame Bovary? Sur quoi débouchent les passions, les aventures sentimentales? Ça débouche sur le désespoir et la mort. Comment est-ce qu'on pourrait résumer l'éducation sentimentale? Sur quoi débouche l'arrivisme? Qu'est-ce que c'est que la société? Comment est-ce qu'on pourrait résumer Bouvard et Pécuchet? Sur quoi débouche la connaissance humaine? Sur l'île du désappointement. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous rappelez, que lorsque les trois contes ont paru, Brunetière, qui était un extraordinaire zozo, a publié un article dans la Revue des Deux Mondes où il a dit toujours la même chose. Ah, c'est absolument pareil, c'est comme d'habitude le même et profond mépris du romancier pour ses personnages. Ben, il tombait bien, le père Brunetière. Mépris de Flaubert pour les personnages des trois contes. Il n'y a pas de livre qui soit plus lourd de larmes. Enfin, vous vous rappelez l'éducation sentimentale. Est-ce que vous croyez qu'il se moque de Rosanette? Puis vous vous rappelez aussi dans Madame Bovary, simplement, enfin, le texte qu'on cite partout, et dans les anthologies, l'histoire du comice agricole, avec Catherine Leroux, qui est comme un premier crayon, comme un premier petit dessin, une esquisse de Félicité la servante. La femme à qui, parce qu'elle a tellement travaillé toute sa vie, on donne une médaille, on la récompense, ainsi se tenait devant ces bourgeois épanouis, ce demi-siècle de servitude. Il se moque de cette femme. Et vous pensez aussi qu'il se moque de Madame Arnoux et qu'il se moque de Madame Bovary. Mais voyons, nous avons devant nous, c'est évident, quelqu'un qui se crispe, enfin, quand il peut, qui se retient pour pas pleurer. Quelqu'un qui, dans une lettre à la Roger Desgenettes, en novembre 64, lui a dit, poussant devant elle ce cri qu'il n'ose plus pousser devant le public, pourquoi la souffrance? Pourquoi le malheur? Pourquoi la laideur? Pourquoi tous nos rêves impuissants? Pourquoi tout? Ben voilà, voyez-vous, nous sommes en présence de ce qu'il appelle lui-même ma plaie profonde, toujours cachée. Ce n'est pas un négateur, Flaubert, il faut comprendre ça, et c'est ce qui m'irrite contre le bouquin récent, bien fait par ailleurs, de Lavarande. Sur Flaubert, j'entends que Lavarande est un Normand et qu'il connaît bien son Flaubert, mais quand il écrit que c'est un voltairien, c'est un contresens complet. Ce qu'il déteste, voyez-vous, Flaubert, ce qu'il déteste, c'est les péremptoires.
Les péremptoires du oui et les péremptoires du non. Ils ne supportent pas les ecclésiastiques. Parce que, dit-il, les ecclésiastiques, c'est des gens qui font semblant d'avoir entre les mains un secret, alors qu'ils ont, comme nous tous, dit-il, un problème. Et puis les curés l'agacent parce que, paraît-il, ils répètent tout le temps une certaine syllabe, Dieu, Dieu, Dieu. C'est, dit-il, une espèce d'éternuement qui leur est habituel. Mais en même temps, ils détestent les péremptoires du non. Et Auguste Comte l'exaspère quand il dit « Yachez Comte des Californies grotesques ». Voltaire l'intéresse, parce que Voltaire, c'était un lion, parce qu'il y a la griffe du lion, parce que c'est un violent, c'est un dur, c'est un monsieur, quoi. Les voltairiens, il ne peut pas les souffrir. Et il écrit, les voltairiens sont des gens qui rient sur les grandes choses. La voix qui est en lui, vous savez comme il dit, la voix qui demande, qui appelle et qui prie. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais ce qu'elle dit. Elle dit si c'était vrai. Il y a des tas de gens qui disent si c'était vrai. Seulement beaucoup le disent sans trop y croire, sans désirer vraiment que ce soit vrai, parce que peut-être que si c'était vrai, ça les gênerait. Lui, quand il le dit, Flaubert, il le dit avec une espèce de totalité. Vous voyez, dans son bouquin, dans son Novembre, par exemple, qui est un livre de désespoir, tout de même, à un certain moment, il dit « Au fond de mon cœur se met à sourdre, je ne sais pourquoi, des fontaines de miséricorde. » Le 24 décembre 65, il écrit à Athènes, qui était une lettre purement littéraire. Tout à coup, il s'aperçoit que c'est le 24 décembre. Alors, il met un post-scriptum, 24 décembre 1865. Quand je pense qu'en ce moment même, il y a des gens qui vont à la messe de minuit, est-ce drôle? Oh non, c'est pas drôle. C'est si peu drôle que 11 ans plus tard, en 76, sans le dire à M. Taine, il ira à une messe de minuit et il en reviendra bouleversé. C'est si peu drôle qu'en 79, et il va mourir en 80, une femme de ménage qui avait travaillé chez lui et que sa mère aimait bien, qui s'appelait la mère Tardif, vient de mourir. Et il écrit à Caroline, la mère Tardif est morte, j'ai envie de faire dire une messe pour elle, sérieusement. C'est si peu drôle que quand vous réfléchissez à ce que c'est, ces trois contes, vous vous apercevez que ces trois histoires de saints, que c'est sa légende dorée à lui, que ce sont ses témoins de l'infini. Alors nous voilà arrivés au plus creux de ce cœur mal déchiffré en présence de son œuvre fondamentale sur laquelle je vais finir et qui est la tentation de Saint-Antoine. C'était son Faust, voyez-vous, sa tentation de Saint-Antoine, parce qu'il y avait travaillé toute sa vie, comme Goethe. Je vois qu'il la commence, il a 24 ans, quoi, et il la termine en 74, il va mourir en 80. Et Baudelaire qui ne ressemblait pas à Brunetière, qui était intelligent, Baudelaire, lorsqu'il a vu paraître des fragments de la tentation dans l'Artiste en 57, a écrit ceci. Nous sommes en présence de la chambre secrète de cet esprit. Il y a là une voix souffrante, souterraine et révoltée. Un filon ténébreux qui sert de guide dans ce capharnaüm pandémoniaque de la solitude. Lorsque le comte de Lille vont lire le bouquin qu'il leur a envoyé, il lui envoie des tas de compliments, lui disant comme c'est beau, c'est un admirable charnier des dieux. Peut-être croire tout de même qu'ils n'ont pas lu ou pas voulu voir la page de la fin, alors à nous de la voir. Vous savez donc ce qui se passe dans la tentation de Saint-Antoine, il y a le désert, ce désert qui a été peuplé de larves et de démons, sont passés là tous les dieux de l'Asie et du paganisme, puis les hérésiarques, et Saint-Antoine il a tenu bon. À la fin, voilà le grand assaut, les trois grands démons. Le démon de la luxure, le démon de la connaissance et le démon de la mort. Le démon de la luxure, il tient bon encore, Saint-Antoine, parce qu'il dit il suffit de dire non assez longtemps pour qu'enfin il lâche prise. Le démon de la connaissance, c'est déjà plus grave, il ne sait pas quoi répondre, parce que finalement, ce démon vient lui murmurer tout à l'oreille. Es-tu sûr de voir? Es-tu même sûr de vivre? Peut-être qu'il n'y a rien. Et le plus terrible, c'est le démon de la mort, parce que ce démon lui dit mais n'aie donc pas peur. Mais comprends donc que le néant, le vrai néant, où il n'y a plus rien, où on ne rêve pas, mais c'est ça le bonheur, bonheur au-dessus de tous les bonheurs. Et dans la première version, Saint-Antoine se mettait lui-même à balbutier aux béatitudes de la mort. Puis il se reproche d'avoir dit ça. Il sent qu'il est en train de se renier. Il se reprend comme il peut, il ne trouve pas d'argument, il ne sait pas quoi dire. Alors, dit Flaubert, il crispe ses poings, il ferme les yeux, il fait sur lui-même un signe de croix. Et alors le désert, tout à coup, redevient, comme dit Renan, oui, le grand désert monothéiste, où il n'y a plus de larves, où il n'y a plus de démons. Il peut ouvrir les yeux, il peut regarder sans s'aveugler le soleil, et il voit, prenez le texte, c'est la page de la fin, il voit distinctement au centre même du disque solaire la face éblouissante de Jésus-Christ. Ce livre qu'on veut nous faire passer pour le cadavre de toute foi, c'est un livre de ténacité, un livre d'affirmation. C'est le cri sauvage de l'espérance. Voyez-vous ces mains de Flaubert qui se tendent dans la nuit pour voir s'il attrapera quelque chose. Elles ont tenu quelque chose. On lui raconte que Dieu se définit par un triangle mystique, que c'est le vrai, le beau, le bien. Le vrai en métaphysique, il ne sait pas ce que ça veut dire. Le beau en morale, il ne comprend pas. Le bon, oui, mais le beau, ça, il sait. Le beau, ça lui parle au cœur. Le beau, c'est sa voie d'accès à lui vers l'infini. Alors, quand on a compris ça, voyez-vous,
le vieux ganachon, là, le sicambre, le bonhomme tout seul dans son gueuloir, à rugir ses phrases comme il se déploie tout de même devant nous, comme il prend toute sa taille. Il est en train de réussir s'y place ce que Pascal met la créature au défi d'accomplir. Vous savez, Pascal disait que le malheur de la créature humaine, c'est de ne pas savoir rester seul dans une chambre. Flaubert, c'est le bonhomme qui va être resté pendant 30 ans, seul dans sa chambre occupée à une certaine besogne. Je mène une vie âpre et déserte, sans rien pour me soutenir, qu'une espèce de rage permanente. Sa nièce a laissé un récit pas bien bon, une espèce de relation de la vie de son oncle, et avec un détail que j'aimerais vous dire pour finir. Elle dit que souvent, les soirs d'été surtout, il aimait à se balader sur la grande terrasse de Croisset, il y avait une quinzaine de mètres. Personne n'osait s'approcher de lui parce que sans doute qu'il avait la tête sonnante, qu'il réfléchissait à quelque chose. Alors on était derrière les vitres et on le regardait qu'il marchait tout seul. Il marchait les mains derrière le dos. Et elle dit souvent, assez souvent, mon oncle s'arrêtait pile comme ça, les mains toujours derrière le dos, il renversait la tête et il regardait les étoiles. Il avait l'air de parler à la nuit. Ni sa sœur, ni sa nièce, ni Comenville, ni la bonne, ni personne ne savait que dans ses papiers, il y avait un petit texte qu'on a retrouvé il n'y a pas si longtemps, daté, samedi 12 juin 1858, minuit. Et ce petit texte sous la main de Flaubert, c'était rien d'autre, en une petite ligne, qu'une prière. Ayez pitié de ma volonté, Dieu des âmes. Donnez-moi la force et l'espoir. Alors voyez-vous, laissons-le sur cette terrasse-là, le nez dans les étoiles. Sur cette terrasse où il est tout seul et où je pense qu'il n'est pas tout seul. Centenaire de Madame Bovary, Flaubert tel qu'il fut, conférence d'Henri Guillemin donnée dans le cadre de l'Université des Annales, première diffusion sur la chaîne nationale le 17 juin 1957.